Salut tout le monde, à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort, on va parler d'Ayrton Senna. C'est l'occasion pour moi de me pencher sur ce pilote adulé par beaucoup de fans et qui pour moi, étant trop jeune pour le voir à l'œuvre, ne m'a jamais véritablement touché jusqu'à cette vidéo. J'ai la chance de me trouver sur le circuit d'Imola, lieu de son tragique accident, pour comprendre ce qui faisait de ce pilote l'un des meilleurs au monde. Ayrton Senna est né en 1960 dans une famille brésilienne très riche. J'avais le préjugé que comme il venait du Brésil, même si sa famille était aisée, elle ne pouvait pas l'être autant qu'une riche famille d'héritiers en Europe. Et pourtant, je ne vous le répéterai jamais assez, le sport auto, peu importe les époques, ça coûte cher. Et peu importe le talent, il faut de l'argent. Senna commence le karting au Brésil avant de partir pour l'Europe en Italie. À cette époque, il faut comprendre que pour un pilote qui n'est pas européen, le sport automobile, ça reste très compliqué d'accès. On n'a pas non plus encore la grande ouverture d'esprit du 21e siècle, on aime tout de même rester entre Européens aussi. Disons qu'il n'y a pas autant de pilotes hors européens que maintenant en proportion. C'est aussi plus difficile parce que le pilote est loin de sa famille dans un pays étranger sans véritable repère. Cela requiert une grande adaptabilité et surtout une grande détermination. Preuve de sa détermination, il ne voulait pas étudier lorsqu'il rentrait chez lui, du coup il faisait en sorte de tout finir à l'école. On a tous eu un élève dans notre classe qui travaillait tellement vite et bien qu'il finissait ses devoirs avant la fin des cours. Et c'est précisément ce genre d'élève qui nous rendait jaloux ou qui nous énervait parce qu'il était meilleur que nous. Eh bien cet élève, Senna l'a été. Le karting restera sûrement un des meilleurs moments de sa carrière, qualifiant la discipline de pure racing. Et oui, pas de politique en tout genre, du matériel presque égal pour tous, pas de millions dépensés, juste de la course, de la vraie. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui sur ce point. C'est souvent en karting que l'on se tire le plus la bourre finalement. Et Senna était quelqu'un qui n'aimait pas la politique dans le sport automobile. Cela nuisait à la course. Ce qui, à contrario, était un domaine dans lequel Prost était très bon et comprenait tous les enjeux que cela engendrait. Nous avons l'habitude en Europe, en France aussi, de comprendre les enjeux politiques. L'Europe a une histoire géopolitique tellement complexe que cela est dans notre culture. Et face à un jeune Brésilien plein de vie, qui a le sang chaud, qui ne se pose pas de questions et qui veut juste faire la course, la politique devient un obstacle tout à fait inutile et qui nuit à la course. Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération internationale du sport automobile, la FISA, lui en revanche était prêt à tout pour donner un avantage à Prost, comme ce fameux 22 octobre 1989. Senna et Prost s'accrochent à la chicane Casio. Prost abandonne, mais Senna repart en court-circuitant la chicane, ce qui lui vaudra de se faire disqualifier car il n'a pas complété exactement la distance de course. Évidemment, avec du recul et même à l'époque, ça paraît invraisemblable. Et peu importe ce que l'on dira, Jean-Marie Balestre a bien fait en sorte d'avantager Prost pour qu'il puisse remporter le championnat. Quand vous voyez ce genre de comportement minable, on ne doit pas s'étonner d'avoir autant de French bashing par le reste du monde. Quitte à avantager un pilote, faites-le correctement, messieurs. Et rien que cette situation ultra ridicule, même pour Prost finalement, a failli faire raccrocher définitivement le casque pour Ayrton Senna. Senna était extrêmement généreux avec les gens de son pays lorsque le Brésil a presque traversé la famine. Et en même temps, il était prêt à mettre sa vie en jeu avec celle d'un autre pilote pour une place sur la piste. Et je me suis toujours demandé pourquoi. En 1990, le titre se joue encore une fois à Suzuka et on échange de place la pole position sur la grille. Au lieu de partir à gauche, sur l'extérieur et sur la partie propre de la piste, on fait finalement partir Senna du mauvais côté de la piste. Prost est deuxième, prend l'avantage sur le départ et Senna, sans la moindre hésitation, enfourche la voiture de Prost pour le faire abandonner. L'accident reste spectaculaire et aurait pu bien plus mal se terminer. Cela donne le titre à Senna qui, par cette action, montre à quel point la politique en F1 est une grande graine pour le sport à cette époque. Avant que je connaisse véritablement toute l'histoire, je pensais que Senna était un abruti fini, prêt à tout pour gagner sans aucune classe. Ne vous méprenez pas, beaucoup d'entre nous auraient finalement fait exactement la même chose qu'Ayrton. Et aujourd'hui, j'en fais partie. Et oui, Ayrton a dû s'abaisser au niveau de la politique idiote et ridicule d'un président avide de pouvoir, voire mégalomane par moment. Mais en dehors de cela, le pilote brésilien était sur la piste un virtuose. Les pilotes de F1 et de course en règle générale pilotent à la limite. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? C'est quoi la limite? Ayrton Senna est le seul pilote que l'on peut regarder et qui nous incarne ce qu'est la limite. Prenez une feuille, une carte, pliez-la en deux. Ce triangle que vous visualisez, c'est la zone de limite de pilotage. L'arête au sommet représente le pilotage parfait pour être rapide. Les pentes de gauche et de droite représentent par conséquent les moments où vous n'en faites pas assez et les moments où vous en faites trop. Plus communément, on appelle cela sous-conduire et surconduire. Dans les deux cas, vous n'êtes pas assez rapide et le curseur penche tout le temps d'un côté ou de l'autre. Le but étant d'être le plus en équilibre possible sur cette arête. Senna en était un équilibriste hors pair.
99% du temps et des vidéos que vous pouvez voir de Senna, il est sur cette arête. Peu importe la voiture, il est toujours à la limite, qui se matérialise généralement par un arrière qui se dandine constamment. Cela se matérialise aussi par une impression de vitesse que vous n'aurez jamais ailleurs à voiture équivalente. Il y a quelque chose d'inexplicable lorsque l'on regarde un tour d'Ayrton Senna en caméra embarquée. Une petite voix qui nous dit non, ce n'est pas physiquement possible d'être aussi rapide. Et si vous vouliez une définition du talent, vous l'avez. À Monaco, en 88, il fait le tour qui reste aujourd'hui comme une œuvre d'art. Il met 1 seconde et demie à Prost à voiture égale. Il décrit son tour comme s'il ne pilotait pas la voiture consciemment. Et c'est ce que l'on appelle l'état de flow. C'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Il fallait effectivement qu'il soit dans cet état de flow pour réaliser un tour aussi magistral. Cela peut arriver à tout le monde, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous appeler Ayrton Senna. En revanche, le lendemain de sa pole position fulgurante, Senna sortira pour la première et dernière fois de cette fameuse zone de limite de pilotage. Il mène de manière outrageuse face à Prost et on lui demande à la radio, par peur qu'il fasse une erreur et n'abandonne, de ralentir. Il relâche alors l'effort et arrive à ce que l'on ne voulait pas, l'abandon idiot. En sport automobile particulièrement et dans d'autres sports, les machines sont faites pour être pilotées à l'intérieur de cette zone de limite. Si vous sortez de cette zone en voulant trop en faire, c'est le crash. Et c'est souvent ce que l'on voit. En revanche, ce que l'on voit moins souvent, mais ce qui est tout à fait piégeur, c'est que si on n'en fait pas assez, là aussi c'est le crash. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là à Ayrton Senna. Cette saison 88 chez McLaren a des allures de lutte de senior seat comme dans Star Wars. Un maître qui incarne le pouvoir, Prost, un qui le convoite, Senna. Oui, je viens de placer Star Wars dans une vidéo sur Senna. Et pourtant, le parallèle est très simple à faire. Je vous invite pour cela à regarder le film documentaire Senna pour vous en rendre compte par vous-même. Senna a été le premier à apporter une nouvelle dimension au pilotage. Comme le dit très bien Martin Brundle qui a couru avec lui, Senna se mettait toujours dans des positions, que ce soit en attaque ou en défense, où c'était à l'autre pilote de choisir. Soit le pilote fermait la porte et les deux voitures abandonnaient, soit il ouvrait la porte pour laisser passer Ayrton. Et à partir de ce moment, psychologiquement, plus jamais ce pilote ne pourrait défendre contre le Brésilien. Et cette décision se prenait en un quart de seconde. Senna poussait le pilote adverse dans ses plus profonds retranchements et instincts de survie possibles. Et c'est cela qui faisait sa force. Ils sont 3 dans l'histoire de la F1 à piloter de cette manière. Senna, Michael Schumacher et Max Verstappen. Et si Senna courait encore aujourd'hui comme il le faisait à l'époque, il attirerait probablement beaucoup de critiques. Avec du recul, je n'ai pas envie de parler de son accident mortel du 1er mai 1994. Ce week-end était vraisemblablement chargé en négativité. Il s'est vraiment passé quelque chose. Mais en faisant cette vidéo, je me suis intéressé à l'homme. Et finalement, je me suis retrouvé à chercher à tirer des enseignements de son parcours plutôt que de vous réciter bêtement son histoire. Et si, en général, on pense que c'est sa mort qui le rend si immense, je dirais simplement que l'on se trompe. Car l'immensité de cet homme réside dans sa vie et non pas dans le vide qu'il nous a laissé. Mais je vous l'accorde, sa vie nous a laissé un goût d'inachevé, comme un film qui se finit subitement au moment où on y croit le moins. Et si Ayrton Senna s'était extirpé de l'épave encore fumante de sa Williams Renault ce jour-là? Et si le destin lui avait laissé la vie sauve? Hilario Pax, dans son roman fictif Imola, le jour d'après, nous emmène dans une autre réalité où Senna est bien vivant après ce 1er mai 1994 et imagine ce qu'il serait advenu du pilote brésilien. Une lecture que je vous recommande qui permet de rêver et de prolonger la vie d'un pilote très talentueux et un humain comme on en aurait bien besoin en ces temps très difficiles. C'est un roman écrit par un fan qui a une vision à lui de son pilote fétiche et je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Il ne fera jamais partie de mes pilotes préférés, mais je l'aurai toujours en admiration pour l'humain et le sportif déterminé qu'il était. Et vous, Ayrton Senna, vous en pensez quoi ?